Je m'appelle Émilie, j'ai 22 ans et je suis une femme. Il y a 60 ans, dans son livre Printemps silencieux, Rachel Carson parle du royaume du sol, cet univers composé d'une multitude d'organismes indispensables pour toute vie sur Terre et du déséquilibre que provoque l'usage des pesticides. Aujourd'hui, je pars à la rencontre d'une femme en sciences qui propage une idéologie plus respectueuse de l'utilisation du sol. Parce qu'il y en a plein, encore aujourd'hui, des Rachel qui changent le monde. On parle de milliers et de milliers de types de pesticides différents. À chaque repas, on absorbe une petite dose de pesticides. Mais c'est comme si on tuait une mouche avec un canon. La science, elle fait pas toujours consensus. On n'a pas une législation et une réglementation qui est suffisamment fondée sur le principe de précaution. Il faudrait un virage plus drastique. C'est un peu comme les changements climatiques ou la crise de la biodiversité. On doit être optimiste. I truly believe that we, in this generation, must come to terms with nature. Le sol, j'y suis en contact depuis mes 15 ans quand j'ai fait le choix de me diriger vers un établissement scolaire agricole. L'agronomie et l'écologie, c'est des enseignements qu'on m'a transmis. Au cours des dernières années, j'ai eu l'occasion de voir différentes pratiques agricoles. J'ai appris à traire et faire du fromage de chèvre dans une petite ferme en France. J'ai travaillé dans des champs de petits fruits et de légumes bio sur la côte nord. Et dans l'ouest, j'ai même travaillé dans un ranch de bétail où j'ai appris à conduire des tracteurs pour faire les foins. C'est en mettant les mains au sol que j'ai compris sa richesse. Le sol, où grouille la vie, c'est ce même sol qui nous nourrit. Véronique Bouchard, l'agricultrice et l'agronome que je m'apprête à rencontrer, elle a bien compris. Je suis à Mont-Tremblant pour aller rencontrer cette femme à l'origine de la co-création d'une des fermes biologiques les plus renommées du Québec, la ferme aux petits oignons. Et elle doit bien avoir un ou deux secrets à me partager qui pourront m'éclairer dans cette quête. Quand on en a, on vous les donne. Parfait. Parce que la semaine prochaine, c'est franchement. Hey, salut! Tu dois être Émilie. C'est moi. Salut! Enchantée, Véronique. Enchantée. Bienvenue. Là, on est à la distribution de nos paniers bio, mais si tu veux, on va aller dans notre salle des employés pour pouvoir se rencontrer là. Super. Allons-y. Allons-y! Merci de m'accueillir ici, à la ferme aux petits oignons. Ça fait vraiment plaisir. C'est quoi qui t'a amené à venir à Mont-Tremblant et partir cette ferme? Ben en fait, ce qui m'a amené à l'agriculture, je dirais, c'est mon parcours militant. Moi, je viens de la ville de Québec, puis j'étudiais à l'époque en musique et je m'étais impliquée dans le mouvement altermondialisation en parallèle du Sommet des Amériques. Puis c'est là que j'ai rencontré un ami qui étudiait en agronomie, qui m'a parlé de ce domaine d'études-là, puis ça m'a interpellée, surtout au départ dans l'idée de faire du développement international. Puis après la première année en agronomie, il nous envoie faire un stage sur une ferme. Et c'est vraiment là que j'ai découvert le mode de vie agricole. Puis j'ai eu envie plutôt de participer au mouvement altermondialiste en ayant ma propre ferme pour offrir une alternative aux gens qui voulaient consommer autrement, de façon plus responsable. Et ça fait depuis combien de temps que cette ferme-là, elle existe? Ça fait 18 ans cette année que je fais ce beau métier. Wow. Et est-ce que les oignons, c'est la première chose que vous avez plantée sur votre terrain? Ben en fait, le nom vient de l'expression traiter aux petits oignons. Donc, il veut dire prendre soin. Puis, ça va tout à fait en accord avec ma vision écoféministe de l'agriculture, qui est dans justement cette aptitude-là de prendre soin de la terre, de prendre soin de ma communauté en leur fournissant des bons aliments, mais de prendre soin aussi les uns des autres sur la ferme. Puis aussi, on parle de plus en plus aussi de comment est-ce qu'on trouve dans l'équipe que la terre prend soin de nous aussi. Ce contact, là, les mains dans la terre, nous fait tous un grand bien. Donc, cette mission-là du prendre soin est très transversale à la ferme aux petits oignons. C'est quoi que vous produisez ici à la ferme? On produit plus d'une 60aine de légumes différents. On fait de l'agriculture soutenue par la communauté. Donc, la mission principale de notre ferme, c'est de nourrir notre communauté avec une diversité de légumes tout au long des saisons. On fait des paniers de légumes bio là, à l'année.
Puis on vend aussi, on a notre boutique à la ferme, on a notre propre petite épicerie fermière, puis on fait un marché d'été. Puis c'est pas mal, c'est ça, l'ensemble de notre production est vendu directement aux consommateurs via ces canaux-là. Et même l'hiver, vous êtes capable de produire des légumes? Bien, on a des très bonnes chambres froides pour entreposer les légumes durant une très longue période. On peut produire des pousses en complément. Puis on a des serres aussi qui nous permettent d'allonger la saison là, vers la fin de l'automne puis début du printemps. Donc avec ces outils-là, on réussit à nourrir une population locale avec des aliments bio locaux à l'année maintenant. Tu as étudié en agronomie. Tu es aussi une agricultrice ou une fermière. Comment tu te classes un peu parmi tous ces termes? J'ai plusieurs chapeaux, là, mais je pense que ce désir-là de créer des alternatives pour un monde meilleur, c'est vraiment ça qui m'a amenée à faire des études là, en agronomie. Je fais aussi une maîtrise en environnement. Puis, à travers l'agriculture, souvent, je dis ce que je fais, c'est pas nécessairement juste produire des légumes, mais c'est essayer de bâtir des nouvelles structures, des nouveaux systèmes qui sont plus en accord avec mes valeurs sociales et environnementales. Puis essayer un peu de changer le monde à ma mesure d'un point de vue local. Est-ce que d'avoir été une femme en agriculture, dans le domaine de l'agronomie, ça a été un enjeu? C'est certain que d'être une femme en agriculture, c'est un défi. Là. C'est un milieu qui est très conservateur. Récemment, je pense que les dernières études qui ont sorti, c'est 33% du travail des femmes en agriculture est non rémunéré. Il y a beaucoup de femmes qui ne sont pas propriétaires de leur entreprise, qui travaillent pour l'entreprise de leur conjoint. Donc, c'est un secteur qui est encore très masculin, juste dans le vocabulaire. Tu sais, souvent, j'entends les agriculteurs parler des gars de lait, les gars de porc. Donc, c'est un milieu qui est très masculin, très macho encore. Heureusement, dans le secteur maraîcher bio, on est une petite communauté à part où là, il y a beaucoup plus de femmes, même de couples homosexuels, de transgenres. Donc, on est une communauté plus à part. Fait que, à l'intérieur de ce réseau-là, on sent moins là, le côté plus conservateur du milieu agricole en général, mais c'est une réalité à laquelle j'ai été très souvent confrontée. Aujourd'hui, à la ferme aux petits oignons, ça ressemble à quoi un peu votre équipe sur le terrain? On est pas mal 50-50, okay. Gars-filles. Puis j'ai des filles qui chauffent des tracteurs autant que des gars. Fait qu'il n'y a pas tellement de disparité. Là. Le même travail peut être accessible autant aux filles qu'aux garçons au sein de l'équipe. Toi, est-ce que tu as des enfants? En plus de ta job comme une job de maman? Oui. J'ai 2 enfants là, qui ont maintenant 13 ans et 15 ans. Wow, OK. Et ça t'arrive à concilier les deux? Parce que j'imagine, il y a des jobs, c'est comme 35 heures par semaine, mais là, en agriculture, est-ce que c'est cette réalité-là aussi ou c'est pas mal plus de jobs? C'est pas mal plus de travail, puis c'est certain que mes enfants ont appris très rapidement là, à se faire des dîners, des lunchs, puis à se débrouiller tout seul. On était toujours autour, mais les enfants étaient souvent là, un peu tout seuls à la maison, puis... ils ont appris, disons, l'autonomie. Ils ont appris autre chose aussi dans le fait de grandir sur une ferme. Là. Est-ce que de devoir aller, toi, d'avoir cette passion-là, est-ce que ça leur a donné le goût aussi, eux, d'être les mains dans la terre? Bien, peut-être pas nécessairement l'agriculture, mais mes enfants me parlent souvent des valeurs que je leur ai transmises, puis de l'importance des valeurs sociales. Je leur dis souvent, tu sais, les privilèges qu'on a viennent avec la responsabilité aussi de s'impliquer, tu sais, le fait d'être né dans un pays riche, d'être blanc, on a des privilèges, puis ça vient avec aussi une responsabilité d'amenuiser les inégalités sociales. Puis ça, je pense que c'est quelque chose dont ils sont très conscients aussi, très fiers. Le gaspillage alimentaire aussi, mes enfants... finissent toujours leur assiette et ne gaspillent pas d'aliments. Donc, il y a des valeurs que je leur ai transmises, mais pour ce qui est de leur plan de carrière, ce que je leur souhaite, c'est vraiment d'aller où leur cœur veut bien les amener, toujours en accord avec leurs valeurs. La fine couche de sol qui recouvre irrégulièrement les continents contrôle notre existence et celle de tous les animaux de la Terre. Sans sol, la végétation terrestre telle que nous la connaissons ne pousserait pas et sans plantes, aucun animal ne survivrait. Ainsi créé par la vie, le sol contient aujourd'hui une abondance et une diversité incroyable d'êtres vivants, sans lesquels il serait une chose morte et stérile. Comment on peut définir le sol? Et c'est quoi les différents types de sols qu'on retrouve?
Moi, le sol, je le perçois comme un écosystème vraiment complexe. Je trouvais ça fascinant là, quand j'ai fait mes études en agronomie, de réaliser à quel point on connaît encore très peu de choses du sol. Puis c'est quelque chose qui m'interpelle beaucoup dans le métier que je fais, cette part-là un peu de complexité qui nous échappe. Je trouve que ça nous amène une bonne dose d'humilité. Puis je pense que les problèmes dont on fait face là, de pollution viennent de cette volonté là, de vouloir trop réduire et dominer la nature, alors que la nature, elle est extrêmement complexe. Puis je pense qu'elle va toujours nous échapper. Puis il faut apprendre juste à la respecter, puis travailler aussi avec cette beauté complexe-là. Au Québec, on a des sols, différents types de sols, mais règle générale, on a des sols, majoritairement des sols forestiers. Il y a à peine 2% des terres du Québec qui sont dédiés à l'agriculture. Puis dans ces terres-là, il y a différentes qualités de sol. On a un peu de terre noire dans la région, surtout là, de la Montérégie, mais on en entend parler de plus en plus à quel point ces terres-là sont en train de se dégrader. Donc, c'est une ressource très précieuse, le sol. Le sol prend des milliers d'années à se former, puis on peut le détruire seulement en quelques décennies. Donc, pour moi, le sol, c'est un écosystème complexe, magique et très précieux dont on devrait vraiment prendre soin parce que la survie de tout le vivant dépend de la santé du sol. Tu parlais de terre et de sol noir. C'est pourquoi ce nom-là? Les terres noires sont des terres qui sont très riches en matière organique. Donc, c'est des écosystèmes qui avaient accumulé de la matière organique. Et puis après ça, ça peut nourrir des cultures comme des légumes. Mais ces terres-là peuvent se dégrader aussi si on n'en prend pas soin, si on n'a pas un couvert végétal pour les protéger. Avec l'érosion éolienne, on perd de ce sol-là aussi. Puis avec des pratiques aussi qui détruisent les structures de sol, on perd des sols comme ça à chaque année. Comment tu classifierais le sol qu'on a ici à la ferme aux Petits Oignons? Ici, on a un sablonneux, donc c'est un sol très léger. C'est des anciens dépôts de rivières. Et puis, c'est un sol qui est très pratique pour la culture maraîchère, surtout en contexte où on est quand même situé assez au nord. C'est un sol qui va bien se réchauffer rapidement parce que des sols plus lourds, j'ai déjà cultivé dans des sols plus lourds dans les Laurentides et c'était très difficile, là, c'était très long avant que le sol se réchauffe. Et comme notre saison est très courte, là, le fait d'avoir un sol léger, c'est très pratique. Quand on a aussi des étés très pluvieux aussi, c'est pratique d'avoir un sol léger, comme ça on va avoir un bon drainage et moins de maladies. Puis nous, on a la chance, on est situé près d'une rivière, donc s'il manque d'eau, on a l'eau de la rivière pour irriguer nos cultures. Je me sens choyée d'avoir ce type de sol-là à Mont-Tremblant. Là. Parce que ça marche bien alors pour faire pousser les légumes ici. Et quand c'est des sols qui sont plus lourds, c'est quoi dans la composition du sol qui fait que c'est plus lourd et que c'est peut-être plus dur en agriculture? C'est la teneur en argile. En fait, on classe les sols en fonction de la quantité de sable, de limon et d'argile. Plus il y a d'argile, plus on va dire que le sol est lourd. Plus il y a de sable, plus on va dire que le sol est léger. Mais dépendamment d'une culture, dépendamment d'une région, les sols peuvent être plus propices à certaines cultures. Puis les méthodes culturelles qu'on va utiliser vont vraiment dépendre justement du climat, de la culture, de la texture de sol. Fait que c'est ça qui est fascinant aussi en agriculture, c'est qu'il n'y a pas une recette. Chaque sol, chaque écosystème est à découvrir et on apprend à travailler et à développer nos propres techniques en fonction de notre écosystème spécifique dont le sol fait partie. Qu'est-ce qu'on va retrouver comme vraiment écosystème dans le sol, comme organismes qui sont présents? Parce que tu l'as nommé tout à l'heure que c'était comme un écosystème. J'ai vu avec Lise que l'eau, c'était aussi un écosystème. Il y avait beaucoup de choses dedans. Donc pour le sol, c'est quoi qu'on va retrouver? Dans le sol, on va retrouver une matière minérale qui est issue de la roche-mère. On va retrouver aussi de la matière organique en décomposition et se nourrissant de cette matière organique en décomposition, il va y avoir des organismes fongiques. Souvent, surtout si on a de la matière de bois, de la lignine, les fongiques sont les seuls à pouvoir dégrader la lignine. On va avoir des bactéries, évidemment. Et quand on dit bactéries, souvent les gens pensent que c'est négatif, mais il y a de très bonnes bactéries aussi qui participent à la santé du sol et plein d'autres organismes vivants. Souvent, on pense aux vers de terre, aux arthropodes, il y a des acariens, il y a des nématodes, puis il y a des nématodes qui sont des pathogènes de culture, mais il y a des nématodes aussi qui sont des bons organismes qu'on désire dans notre sol. Donc, il y a toute une vie du sol, là, des milliards d'organismes vivants dans une poignée de sol. Là. Donc, c'est très vaste comme biodiversité.
Et est-ce que les nématodes, c'est les vers de terre? Non, c'est d'autres petits vers. C'est d'autres petits vers. Plus verts qui peuvent être comme quasiment microscopiques, là. C'est quoi les caractéristiques, justement, d'un sol en bonne santé? Ben, c'est un sol qui a une bonne structure. Tout à l'heure, on parlait de la texture, là, qui est les particules de sol, là, argile, limon, sable. La structure, c'est comment ces particules-là vont se former ensemble pour faire des agrégats qui vont créer une surface qui est poreuse, qui va permettre à l'eau de s'infiltrer, à l'air aussi de rentrer dans le sol, parce que les organismes vivants ont besoin d'eau, ont besoin d'air. Donc, un sol qui n'a pas une bonne texture va être compacté, donc l'eau va mal s'infiltrer, il n'y aura pas d'air pour la vie du sol, on va avoir de l'anaérobie, qui n'est pas quelque chose qu'on souhaite dans un sol, on va avoir des mauvaises bactéries. Les bactéries anaérobiques, souvent, ne sont pas propices à l'agriculture. Donc, un sol en santé, c'est un sol qui a une belle structure, qui est aéré, qui a plein de vie, et un sol en santé va être capable de nourrir aussi des plantes et de contribuer à leur santé. Puis souvent, j'aime bien faire le parallèle avec l'allaitement maternel. On a essayé de remplacer le lait maternel par du lait maternisé comme une formulation créée de toutes pièces. On n'a jamais été capable de remplacer le lait maternel. Le sol, c'est un peu la même chose. Dans ces agrégats-là de sol, la plante communique avec le sol pour avoir les éléments nutritifs qu'elle a besoin, d'une sorte de dialogue qui se fait d'échanges chimiques, là, d'ions avec le sol. Puis ça va faire en sorte que la plante, elle va avoir ce qu'elle a besoin, l'élément nutritif. Puis les autres éléments nutritifs, ils vont être gardés par le sol jusqu'à ce que la plante en ait besoin. Donc, un sol en santé va pouvoir nourrir une plante puis contribuer à sa santé. Avec les engrais chimiques, on a pensé qu'on pourrait remplacer cette capacité-là du sol à nourrir la plante, là, comme avec le complexe argilo-humique. Finalement, on se rend compte que les engrais chimiques acidifient le sol, appauvrissent la vie du sol et ne réussissent pas à avoir des plantes en santé. Les plantes qui sont nourries aux engrais chimiques, sont des plantes qui vont être plus sensibles aux maladies, plus sensibles aux insectes aussi. Donc, c'est des plantes qui sont forcément moins en santé. Donc, en agriculture biologique, on a toujours eu cette philosophie-là de nourrir le sol, puis le sol, par la suite, nourrit la plante et un sol en santé va produire des plantes en santé. En quoi l'utilisation des pesticides peut venir affecter la santé des sols? Le terme pesticide englobe les insecticides, les fongicides, puis les herbicides. En fait, ça veut dire ce qui tue l'insecte, ce qui tue le fongique, ce qui tue les herbes, donc les plantes. Donc, forcément, on va aussi affecter d'autres organismes vivants. Si on met des fongicides, on va peut-être affecter aussi tous ces organismes fongiques qui sont bénéfiques dans le sol. On va détruire des plantes qui ne sont pas nécessairement nuisibles, qui ont des rôles. Et puis, ces pesticides-là aussi, c'est des produits qu'on a créés en laboratoire et puis qui vont faire des réactions chimiques. Là, le sol, on en parlait, c'est un organisme extrêmement complexe. Il y a plein de réactions chimiques, physiques, biologiques qui se produisent dans ce sol-là. Donc, avec le temps, on a réalisé qu'on étudiait la toxicité d'un pesticide isolé, mais ce pesticide-là, qu'on le met dans l'environnement et qui s'associe à de la matière organique ou qui est transformé par la vie du sol, peut prendre différentes formes qui peuvent empoisonner là, finalement tout le vivant dans toute la chaîne avec de la bioaccumulation. Et puis, quand ça se ramasse dans les rivières aussi, on contamine tous nos cours d'eau. C'est l'eau qu'on consomme aussi. Alors, pourquoi on en utilise des pesticides finalement? Il y a une question de facilité, il y a une question économique aussi. Ici, les mauvaises herbes, on les enlève à la main sur le rang ou on les enlève avec des outils, alors qu'un passage avec un herbicide, c'est beaucoup plus rapide, ça coûte beaucoup moins cher en main-d'œuvre. Les insectes aussi, on a peur qu'ils détruisent les cultures. Et puis, si on va vers des monocultures, des très grandes superficie d'un seul légume, avec toute la chaîne de distribution qui s'est développée avec les grandes chaînes d'alimentation ultra concentrées. On veut transporter des légumes dans une vanne qui va fournir un centre d'approvisionnement, qui va fournir des grandes chaînes d'épicerie. Donc, forcément, ça prend des fermes qui produisent des hectares et des hectares. Des fois, c'est des centaines d'hectares d'une seule culture. Donc, forcément, ce type d'agriculture-là
va être plus sujette à se faire attaquer par des insectes, par des maladies, d'où l'arsenal chimique qui vient avec. Mais tout ça pourquoi? Pour essayer de diminuer toujours le coût de l'alimentation. Si on regarde là, dans les 40 dernières années au Québec, la part du budget alloué à l'alimentation a diminué de moitié. Pour libérer du budget. Pourquoi? Pour acheter d'autres biens qui sont peut-être pas essentiels. Donc, on fait beaucoup d'économies sur le dos de l'agriculture pour stimuler une autre forme d'économie. Mais tout ça, ça a un coût qui va nous rattraper plus tard parce qu'on est en train de détruire notre garde-manger. Finalement, on détruit notre sol, on empoisonne nos sols, nos rivières, on développe des maladies. Donc, c'est illusoire là, de penser qu'on fait une économie. Finalement, on va juste payer autrement plus tard. Peut-être pas nous, peut-être la prochaine génération. Mais c'est certain que c'est une question de calcul à courte vue, selon moi. Est-ce qu'elle est obligatoire, cette guerre-là, un peu contre les mauvaises herbes? Est-ce qu'il y a un rôle à ces mauvaises herbes-là? Ben, tu sais, moi, je regarde ici un sol à nu. La nature va coloniser ça, un sol à nu. Les mauvaises herbes, elles jouent ce rôle-là, en fait, d'occuper l'espace, de venir couvrir le sol. Parce qu'un sol à nu, j'en parlais tout à l'heure de l'érosion éolienne, on peut le perdre. Ce sol-là, c'est une ressource précieuse. Donc, ces mauvaises herbes-là, qu'est-ce qu'elles nous disent? Elles nous disent le sol doit être couvert. Si on a aussi un sol très riche en azote, avec une fertilisation pas nécessairement adaptée, mais il va y avoir des plantes très efficaces pour venir pomper cet azote-là pour éviter qu'on la perde. Donc, il faut apprendre de ces plantes-là. Puis, c'est ça qu'on fait en agriculture biologique. On fait des engrais verts, des cultures de couverture, des cultures intercalaires. C'est sûr qu'on peut pas le faire dans toutes les cultures, mais il y a des moments de l'année où on va essayer, là, dès qu'une culture est terminée, de mettre d'autres plantes pour utiliser l'espace. Sinon, c'est les mauvaises herbes qui vont s'y installer. Donc, on choisit un peu les plantes qui vont occuper l'espace, puis on essaie d'avoir le moins possible de sol à nu pour garder cette ressource précieuse-là, puis continuer à nourrir le sol pour qu'il puisse se régénérer, puis continuer à produire pour encore plusieurs générations. Est-ce que le fait de garder des sols qui ne sont pas nus, c'est pour garder une certaine humidité dans le sol? Certainement, les plantes jouent un rôle essentiel pour garder l'eau du sol. En fait, les plantes jouent plein de rôles. Là. Le fait d'avoir une culture de couverture, oui, on va éviter d'avoir de l'évaporation directement du sol vers l'air. Il va y avoir une certaine évapotranspiration par les plantes, mais aussi les plantes vont garder la vie du sol active. On voit dans nos cultures de couverture au printemps, là où il y a de la végétation, le sol va se dégeler en premier parce qu'il y a une vie du sol et la vie du sol crée une chaleur qui fait en sorte que la neige fond à ces endroits-là, un peu comme on voit autour des arbres au printemps. La neige fond autour des arbres parce que les plantes, les arbres qui sont en vie aussi dégagent une certaine chaleur et toute la vie qui est associée à ces plantes-là dégage la chaleur. Et toi, justement, comment tu gères ça à la ferme pour être en agriculture biologique? C'est quoi un peu les alternatives que tu as trouvées? Il y a plusieurs techniques qu'on utilise. Je parlais tout à l'heure là, des pesticides, c'est herbicides, fongicides, insecticides. C'est certain que tout d'abord, on y va avec une approche préventive. La santé du sol, la santé des plantes va faire en sorte que les plantes vont être moins malades, vont être moins attaquées par les insectes. Donc, une approche aussi de fertiliser avec des composts va faire en sorte que les plantes vont être moins alléchantes pour les insectes. Le fait d'avoir une biodiversité aussi, d'avoir une très grande diversité. Je parlais tout à l'heure les produits qu'on retrouve à l'épicerie. Une carotte d'épicerie, c'est sûr que ça vient d'une ferme de centaines d'hectares de carottes. Nous, la carotte, c'est un légume sur 60 qu'on fait sur 4 hectares. Donc, ça donne une idée un peu de la biodiversité comparée à ce qu'on retrouve dans l'agro-industrie à grande échelle. Il y a, pour le contrôle des mauvaises herbes, j'en parlais tout à l'heure, forcément, il faut des fois aller enlever les mauvaises herbes à 4 pattes. On en fait une partie aussi manuellement avec des outils, une partie aussi de contrôle au tracteur. On a différentes techniques aussi. Des fois, on met des toiles. On appelle ça de l'occultation. Donc, les mauvaises herbes germent, elles meurent parce qu'elles n'ont pas de lumière. On enlève la toile, on sème, puis là, on réussit à avoir des parcelles assez propres pour implanter nos cultures.
Pour ce qui est des insectes, on utilise aussi beaucoup des couvertures, des bâches et des filets qu'on doit mettre sur nos cultures. C'est beaucoup de main-d'œuvre, là. Il faut mettre des arceaux, mettre les bâches, les enlever à chaque fois qu'on veut sarcler ou désherber ou pour récolter, on remet ça. Donc, produire en bio coûte plus cher parce qu'il y a beaucoup plus de main-d'œuvre. Mais on peut voir aussi le côté positif que c'est de la création d'emplois et des retombées économiques dans nos régions. Est-ce que d'être en agriculture biologique, ça signifie de ne pas utiliser de pesticides? Mais en fait, on utilise ce qu'on appelle les pesticides biologiques. Là. Puis là, ça englobe vraiment tout un paquet de substances. Mais la différence entre les pesticides chimiques et les pesticides bio, c'est que les pesticides chimiques sont créés en laboratoire, sont des molécules chimiques. Alors que, puis souvent, ça va être aussi des molécules qui sont créées de façon de synthèse, qui ont été observées dans la nature. Puis dans ce qu'on appelle les pesticides dits bio, c'est que c'est des produits extraits d'une plante ou d'un champignon, ça peut être des toxines. Et dans tout ce groupe-là, tu sais, il y a des produits que moi, je ne veux pas utiliser parce que je trouve qu'ils sont à trop large spectre ou qui ont un rôle vraiment de insecticide, donc de tuer. Mais on utilise d'autres produits qui sont sous cette appellation-là, comme par exemple on dit des fongicides bio, mais qui sont en fait souvent des bonnes bactéries ou des bons organismes fongiques qu'on va appliquer un peu comme des probiotiques pour renforcer les plantes. En fait, c'est comme un peu pour les protéger. Ces organismes-là, bactériens ou fongiques, vont utiliser une niche écologique qui va être utilisée alors que les pathogènes ne pourront pas venir attaquer la plante parce qu'il y a déjà un autre fongique ou un autre agent bactérien bénéfique qui occupe l'espace. Donc, il y a toute une diversité là, de produits, mais c'est certain que tous les produits comme issus de la nature vont être normalement des produits qui se dégradent très rapidement, contrairement aux produits de synthèse qui peuvent rester très longtemps dans la nature, se bioaccumuler. C'est ce dont Rachel Carlson parle beaucoup aussi dans son livre là, de ces premières générations là, de pesticides qu'on retrouve encore dans l'environnement. Ça met combien de temps à obtenir la certification biologique? Bien, quand on fait une transition, si c'était une terre qui était cultivée avec des produits chimiques, là, il faut attendre une transition de 3 ans, alors que si la terre n'avait pas reçu de produits chimiques dans les 3 dernières années, ça prend 1 an la certification. La première année, on est en pré-certification, donc pour monter là, tous nos registres, parce qu'il faut aussi tenir des registres pour pouvoir prouver là, qu'est-ce qu'on fait aussi, toute l'enjeu de traçabilité. Puis après ça, bien, la deuxième année là, qu'on est en bio, là, on peut obtenir la certification. Est-ce que ça peut être compliqué de passer d'une ferme conventionnelle à une ferme biologique? Bien, théoriquement, non, mais il existe tout. J'aime toujours rappeler qu'il existe tout un large spectre dans ce qu'on appelle le conventionnel et ce qu'on appelle le biologique. Dans le fond, ce qu'on appelle le conventionnel, c'est l'agriculture qui utilise les engrais chimiques et les pesticides de synthèse. Puis ce qu'on appelle le bio, finalement, c'est l'agriculture qui n'utilise pas ces produits de synthèse. Mais dans les 2 formes d'agriculture, il y a moyen de se rapprocher de l'un et de l'autre. Dans un sens, il y a des producteurs qu'on dit conventionnels qui ont des pratiques très écologiques, qui vont faire des engrais verts, des très bonnes rotations de culture, qui, dans les productions animales, vont avoir une approche de santé préventive. Donc, ces fermes-là, c'est plus facile de faire la transition. Moi, je pense que c'est beaucoup dans une approche aussi philosophique de l'agriculture. Est-ce qu'on est dans le préventif ou on est dans le curatif? Dans le même ordre d'idée, il y a maintenant une agriculture certifiée biologique, mais de culture, monoculture à grande superficie, des centaines d'hectares, finalement, qui font que remplacer des produits de synthèse par des produits homologués en bio, mais qui n'ont pas cette même approche-là de santé du sol, d'approche préventive, de biodiversité. Et malheureusement, le consommateur souvent ne fait pas la distinction quand il arrive à l'épicerie. Ah, c'est un produit bio, mais si c'est un produit bio, grande échelle, importé, produit dans un autre pays où les normes ont sans cesse été allégées pour permettre la grande industrie du bio de s'implanter. Il faut faire attention à comment on caractérise l'agriculture. Mais pour moi, la seule agriculture qui fait du sens, c'est pas rien qu'elle soit bio, c'est qu'elle soit diversifiée avec une approche préventive, de proximité aussi. Pour moi, ça fait aucun sens du bio qui doit parcourir des milliers de kilomètres, là. C'est une question complexe. Et c'est quoi le rôle des agronomes vis-à-vis des agriculteurs et des agricultrices?
Ben, ils ont un rôle normalement de conseiller. Ils doivent accompagner les producteurs à avoir les meilleures pratiques possibles, autant pour maximiser la production, mais aussi pour la sécurité du public. C'est sûr qu'au Québec, il y a quelque chose qui est assez gênant. Moi, quand j'ai fait mes études en agronomie, c'est quelque chose que je ne savais pas avant de commencer mes études en agronomie, qu'un agronome pouvait à la fois donner une recommandation et vendre des pesticides. Ils peuvent travailler pour une compagnie qui vend des pesticides. Moi, ça m'avait outré, puis c'est quelque chose qui se parle là, dans le domaine de l'agronomie depuis des années. Puis bon, il y a eu Louis Robert qui a été un lanceur d'alerte. Il y a peut-être quelque chose là, qui s'en va vers un changement des réglementations, mais la population était peut-être moins au courant de ces enjeux-là, mais c'est comme si le médecin nous vendait les médicaments. Le médecin qui nous prescrit les médicaments ne nous vend pas les médicaments. Ça devrait, selon moi, être la même chose là, au niveau des pesticides et même des engrais chimiques. Là. La recommandation devrait être non liés. C'est pour ça qu'on parle dans le domaine des agronomes liés, des agronomes non liés. Il y a des agronomes qui travaillent, par exemple, dans des clubs agro-environnementaux, qui sont des agronomes qui ne vendent rien. Là. Ils font des recommandations. Ils sont comme indépendants. Ils sont indépendants. Puis il y a des agronomes aussi qui travaillent pour des compagnies qui vont faire des recommandations d'alimentation pour les vaches, puis qui vendent la moulée, qui vont faire des recommandations de pesticides et qui vendent les pesticides. Là, travaillent pour la même compagnie. À la ferme aux petits oignons, tu as vraiment démontré qu'on peut produire en grande quantité et de manière respectueuse de l'environnement et de l'humain. C'est quoi tes secrets? On a grandi très progressivement. Là. La ferme aux petits oignons, c'est une entreprise qui a démarré. On a démarré de rien. Donc, la première année, on faisait 5 paniers, la deuxième année, 15. Puis, on a monté comme ça, à peu près à un rythme de 20% d'augmentation par année, jusqu'à atteindre là, 650 abonnements de paniers, de familles qu'on fournit à chaque semaine durant l'été, avant la pandémie. Puis, durant la pandémie, on a réussi à monter là, à 950 familles en vendant moins au marché. Là. C'était presque la même production, mais plus de paniers et moins de marché. Puis cette progression-là, bon, elle a été possible parce qu'à l'époque, quand j'ai commencé à faire de l'agriculture, on sensibilisait les gens, mais il n'y avait pas d'alternative. Les gens, il y avait juste l'épicerie. Donc, moi, j'ai été interpellée par cette mission-là de fournir cette alternative-là, de faire découvrir aussi l'agriculture soutenue par la communauté, le concept des paniers bio, qui est une façon extraordinaire de s'alimenter. Et c'est un mode d'approvisionnement aussi qui rend possible cette agriculture diversifiée à petite échelle. Donc, ce qui a fait qu'on a pu se développer de cette façon-là, puis produire autant sur une si petite superficie, c'est qu'on a pu adopter les meilleures techniques parce qu'on fait partie d'un réseau solidaire vraiment incroyable et unique au monde, le réseau des fermiers de famille et puis aussi la coopérative pour l'agriculture de proximité écologique, qui est finalement la même gang de fermiers, est un groupe vraiment extraordinaire. Quand on a commencé à faire de l'agriculture, il y avait des fermiers, fermières expérimentés qui nous ont partagé tout leur savoir. Et dans ces rencontres-là, du réseau des fermiers de famille ou de l'AKP, il y a une énorme générosité et partage. On est vraiment dans une culture de la collaboration et non pas de la compétition. Si on va dans le reste du Canada, on va aux États-Unis, on va ailleurs dans le monde, les producteurs maraîchers ne se livrent pas leurs secrets parce qu'ils se sentent en compétition les uns avec les autres. Avec le réseau des fermiers de famille, ce qu'on a réussi à créer, c'est qu'on a structuré notre offre de panier en faisant attention de ne pas se compétitionner les uns les autres pour ne pas se nuire. Donc, on améliore l'efficacité de nos fermes. Aussi, ça bénéficie aux consommateurs parce qu'on arrive à produire de façon plus efficace à moindre coût. Puis, on arrive aussi à se partager les mêmes techniques, donc à produire davantage. Donc, pour moi, vraiment, le succès de la ferme vient de cette communauté-là extraordinaire de maraîchers bio ou diversifiés au Québec qui partagent tous leurs secrets. Ça vient aussi de l'implication de tous les gens qui ont passé par la ferme aux petits oignons. Souvent, c'est moi qui est interviewée, mais j'ai une équipe extraordinaire. On est une vingtaine à travailler sur la ferme en été. Puis chaque personne y apporte sa passion, son sens de l'observation, ses idées. Puis toutes ces personnes-là qui ont passé
par la ferme ont amené leurs idées d'amélioration, qui fait qu'on est plus efficace, qu'on est plus ergonomique, qu'on a amélioré nos techniques sans cesse. Donc, je pense que c'est par la mobilisation et la solidarité, l'entraide, cette culture-là de collaboration et de non-compétition qui a fait qu'on a pu se développer, comme plein d'autres fermes au Québec aussi. On a quelque chose de vraiment unique au monde. Est-ce que pour les régions, c'est des secrets? Est-ce que c'est des techniques qui peuvent aussi être appliquées? Tout à fait, mais comme je l'expliquais tout à l'heure, chaque ferme est un écosystème. Donc, chaque ferme a son contexte, on dit pédoclimatique, mais c'est certain que les techniques qu'on utilise à Mont-Tremblant, c'est pas les mêmes qu'on va utiliser en Montérégie. On est déjà plus au nord, mais il y a des fermes dans notre réseau des fermiers de famille un peu partout au Québec, dans toutes les régions. Puis par ce réseautage-là, on peut, oui, partager des techniques pour allonger la saison, pour travailler dans différents types de sols. Donc, les fermes qui ont des sols, disons, plus lourds peuvent partager entre elles leurs techniques de travail de ces sols-là particuliers. Celles qui ont des sols plus légers peuvent parler de leurs techniques aussi, quel type d'engrais verts on peut faire selon la longueur de la saison qu'on a. Donc, ce réseau-là de partage est vraiment extraordinaire. Puis aussi, les fermes dans des localités, comme moi, je connais plus les fermes des Laurentides, on se voit souvent. On partage beaucoup entre nous. Là. D'ailleurs, on est en train de créer avec l'AKP des cellules régionales, justement pour renforcer cette cohésion-là à l'intérieur des régions. À l'échelle de ta ferme, comment t'envisages dans les prochaines années faire face à tous ces défis? On est en train de faire une transition vers une coopérative de solidarité. Il ne faut pas juste faire des changements à l'intérieur du système, il faut aussi changer nos systèmes socio-économiques. On a beaucoup de systèmes basés sur des rapports là, de domination, de compétition, puis avec des modèles d'économie sociale où on se mobilise tous derrière une même mission, finalement. Ici, c'est les membres travailleurs, autant que nos membres de soutien, qui vont être les gens de la communauté, ont tous le même objectif, finalement. On veut une agriculture diversifiée, qui contribue à notre santé, qui contribue à la santé de nos écosystèmes, de notre communauté. On veut travailler avec des revenus décents. On veut le faire aussi dans le plaisir. Donc, pour arriver à cet objectif-là, je pense que c'est impératif d'avoir des structures sociales aussi qui sont à l'image des écosystèmes. Finalement, tu sais, les écosystèmes qu'on vénère en bio, qui sont en équilibre, en harmonie, chaque personne dans l'écosystème joue son rôle. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus important qu'un autre. Puis c'est un peu ça, l'idée du mouvement écoféministe, c'est de s'inspirer des écosystèmes pour créer des structures sociales basées sur la collaboration, l'entraide, la solidarité et non pas sur la compétition et que le plus fort gagne. Puis, tu sais, le plus fort, c'est qui? C'est celui qui pollue plus, celui qui exploite le plus sa main-d'œuvre, qui n'est pas dans la solidarité. Donc, est-ce que c'est vraiment ça les modèles qu'on veut? Donc, pour nous, la façon dont on voit l'avenir avec l'équipe ici, c'est d'aller vers un modèle d'économie sociale où non seulement il n'y aura plus de cette division-là, là, employeur-employé, on va tous être des membres travailleurs, mais aussi impliquer les consommateurs, notre population. On veut que les gens soient plus que des consommateurs. On veut qu'ils se sentent concernés par l'agriculture, qui est finalement, l'agriculture, c'est notre résilience alimentaire à nous tous. Ce serait quoi, à plus grande échelle, les changements qu'il faudrait qu'on apporte pour un modèle encore plus résilient? Bien, plus j'y pense à la résilience alimentaire, la résilience de notre agriculture, puis plus j'en reviens toujours à ce magnifique modèle qui est l'agriculture soutenue par la communauté. Tu sais, la résilience, c'est oui, d'être diversifié. On voit, nous, une saison qui est très humide, mais on va avoir certaines cultures qui vont moins bien réussir, d'autres cultures qui s'en sortent mieux. Et donc, le fait d'être diversifié, c'est quelque chose qui participe à la résilience. Mais je ne pourrais pas faire 60 légumes sur 4 hectares et vendre au IGA ou au métro. C'est un autre modèle d'affaires. Pour vendre là, il faut produire des centaines d'hectares, vendre à coups de grosses vannes et alimenter ces grandes chaînes-là. Donc, pour permettre à cette agriculture, petite agriculture-là, diversifiée d'exister, ça prend une forme d'approvisionnement aussi qui soutient cette agriculture-là. Puis, pour y arriver, il faut faire des économies à quelque part. Puis le fait de payer à l'avance, on économise sur la marge de crédit.
le fait que les gens s'engagent à venir à chaque semaine, nous, ça nous permet de mieux planifier et d'avoir moins de pertes, d'avoir moins de gaspillage alimentaire. Je fais aussi des marchés d'été. On a un samedi qui pleut au marché. Je vais ramener 20% de ce que j'avais amené parce qu'il y a plu au marché. C'est pas nécessairement des produits que je vais être capable de revendre. Donc, c'est des pertes. Forcément aussi, quand on vend dans des épiceries, il faut les emballer, les produits. Donc, il y a aussi tout ce gaspillage-là d'emballage alimentaire. Puis il y a tout ce lien-là aussi entre nos abonnés puis les fermiers fermières où on peut parler de comment cuisiner, comment transformer, comment cuisiner ces légumes-là pour ne rien perdre aussi puis pouvoir en profiter à l'année. Donc, on ne fait pas juste fournir des légumes, on accompagne aussi nos abonnés à manger selon les saisons, découvrir le plaisir de l'alimentation selon les saisons, diminuer le gaspillage alimentaire. Et ça permet à cette forme d'agriculture-là d'exister et d'être accessible et abordable parce que ça coûte beaucoup plus cher de produire de façon diversifiée à petite échelle que de produire de façon industrielle avec beaucoup de bénéfices pour nos communautés. Puis, je vois pas d'autre forme d'agriculture que l'agriculture soutenue par la communauté pour arriver à un modèle qui est vraiment gagnant pour les abonnés, les consommateurs. J'aime pas le mot consommateur, ils font plus que consommer. Les fermiers et fermières, et gagnant aussi pour l'environnement, gagnant pour la santé de nos communautés. Donc, moi, ce modèle-là, je verrais ce modèle-là partout à travers le monde, là. Puis ça existe aussi. J'ai eu la chance de participer à des rencontres de Urgency, qui est le regroupement international d'agriculture soutenue par la communauté. Et il existe des mouvements d'agriculture soutenue par la communauté là, un peu partout à travers le monde. Malheureusement, on n'a pas l'arsenal publicitaire des grandes compagnies de l'agro-industrie pour faire connaître ce modèle-là. C'est un modèle qui se fait connaître par l'expérience, par le bouche à oreille, mais ça reste, selon moi, le meilleur modèle là, pour la résilience de l'agriculture. Puis ça, c'est au niveau de la production, mais il y a tout aussi au niveau humain. Nous, on a eu des fois là, des épisodes de gel hâtif. J'ai écrit à mes abonnés, on a besoin d'aide pour ramasser certaines cultures parce que ça va geler, on n'y arrivera pas. Les gens débarquent, viennent nous aider. Ça, c'est de la solidarité, c'est de l'entraide. Puis ça participe à la résilience de nos communautés. Pourquoi cette forme d'agriculture qui fait vraiment beaucoup de sens, elle reste marginale malgré tous ces efforts-là? Ben, malheureusement, je pense que les décisions politiques font en sorte qu'on garde cette agriculture-là dans la marge. Souvent, on va dire que c'est une agriculture de niche. Mais pourtant, les alternatives ont toujours commencé dans la marge pour, après ça, devenir des innovations sociales qui ont été adoptées par nos sociétés. Là, pour l'instant, en agriculture, on subventionne très largement certaines cultures, dont le maïs et le soya OGM, qui vient aussi avec le combo Roundup. Là, c'est des variétés qui sont résistantes aux herbicides, donc on peut pulvériser des herbicides. Donc, on encourage l'utilisation des herbicides et ces monocultures-là, de ces cultures qui servent surtout à nourrir des animaux. Et au Québec, on voit un mouvement en ce moment, même de fermes maraîchères qui cessent leurs opérations parce que c'est une production qui n'est pas assez rentable et qui vont vers du maïs-soya parce que c'est une production plus rentable, plus stable parce que soutenue par le gouvernement. Donc, c'est certain qu'il faudrait soutenir l'agriculture diversifiée à plus petite échelle et la soutenir de façon plus durable. Des fois, on la soutient à coût de subvention d'équipement, mais ce qui arrive, c'est que dès qu'on subventionne un équipement, qu'est-ce qui se passe? Ben, l'équipement coûte le double parce qu'on sait que l'agriculteur va avoir 50% de subvention, donc les prix montent. Donc, finalement, les subventions qui sont destinées à l'agriculture souvent sont détournées et vont aux vendeurs d'équipements. Pourtant, pendant la pandémie, on a eu des bons exemples. Le gouvernement a encouragé les gens à acheter de fermes locales. Au niveau du réseau des fermiers de famille, les gens se sont abonnés massivement à nos paniers de légumes. Il faut dire que les gens avaient peur de manquer de légumes. Ils avaient peur de manquer de papier de toilette. Ils avaient peur de manquer de légumes. Mais là, on a senti vraiment un soutien de la population, encouragé par le gouvernement. Quand le premier ministre dit « nos agriculteurs sont tellement importants, il faut les soutenir »,
La pandémie est terminée, puis on n'entend plus ce message-là qu'il faut continuer de soutenir cette agriculture-là. Pendant la pandémie aussi, les travailleurs étrangers temporaires ne pouvaient plus venir travailler. On a encouragé les Québécois à venir travailler sur les fermes en donnant une prime de 100 $ par semaine. Nous, on n'a jamais eu autant de monde qui voulait venir travailler sur nos fermes. La pandémie est terminée, on est en situation de pénurie de main-d'œuvre, on manque de subventions salariales, ils ont moins de subventions salariales maintenant qu'avant la pandémie. Donc, on voit que selon les orientations du gouvernement, c'est possible de favoriser une agriculture plutôt qu'une autre. Ce que je trouve dommage, c'est qu'en situation de pandémie, on avait peur de manquer de légumes. Tout d'un coup, le type d'agriculture qu'on faisait, l'agriculture soutenue par la communauté, on a vu le potentiel de cette agriculture-là pour sa résilience en cas de crise, que cette agriculture-là pourra être celle qui nourrit la population. La crise est terminée, on soutient plus cette agriculture-là, mais cette agriculture-là, si elle n'est pas soutenue, elle ne sera peut-être plus là lors de la prochaine crise. C'est quoi en moyenne le salaire d'un employé agricole? Notre salaire est constamment tiré vers le salaire minimum parce que, bon, on est dans un secteur qui est mondialisé. On compare le prix de nos produits avec des produits importés qui viennent de pays où le salaire horaire est bien en dessous de notre salaire minimum. Et aussi par l'introduction des travailleurs étrangers temporaires en agriculture depuis quelques années. Mais ça fait en sorte que puisqu'il y a des gens de l'extérieur qui sont prêts à venir travailler ici au salaire minimum, bien, si les Québécois n'acceptent pas de travailler au salaire minimum, on fait venir des gens de l'étranger, donc le salaire n'augmente pas. Parce que le prix des aliments est basé sur un coût de production au salaire minimum. Si on faisait la même chose, par exemple, dans le milieu de la construction, si on fait venir des Guatémaltèques et des Mexicains pour travailler sur nos chantiers de construction, mais peut-être qu'on réussirait à avoir du logement abordable. Mais là, on ouvre un secteur de l'économie à la mondialisation, mais pas d'autres. Qu'est-ce que ça a comme impact? Si on regarde dans les 40 dernières années, la part du budget alloué à l'alimentation des Québécois a diminué de moitié. Donc, les gens utilisent comme 2 fois moins de leur budget pour l'alimentation et 2 fois plus pour le logement. Donc, c'est certain que ce contexte de mondialisation-là n'aide pas l'agriculture parce qu'on est dans un contexte où notre salaire est constamment tiré vers le bas pour un travail qui est vraiment très exigeant. Il existe un cas d'espèce en agriculture qui est la gestion d'offres, donc les produits comme le lait, les œufs, où là, on bloque les importations. Donc, on produit pour notre propre production locale et le prix est basé sur les coûts de production. Donc, dans ces secteurs-là, les agriculteurs réussissent à avoir des revenus décents, là, comparables à des métiers similaires exigeants dans d'autres secteurs. Mais c'est vraiment pas le cas dans des productions mondialisées comme le maraîchage. Est-ce que tu penses qu'on est sur la bonne voie pour faire une agriculture avec moins de pesticides? Actuellement, on en fait trop peu pour la gravité des problèmes environnementaux auxquels on fait face. Il faudrait un virage plus drastique. C'est un peu comme les changements climatiques ou la crise de la biodiversité. C'est des crises qui mettent la vie, pas juste celle des humains, toute la vie sur Terre en péril. Mais pourtant, ce qu'on fait, c'est des micro-changements, puis ça va vraiment pas assez vite. Fait que globalement, je ne sens pas qu'on est sur la bonne voie parce qu'on continue à encourager la monoculture industrielle, l'utilisation des pesticides via le combo OGM résistant aux pesticides. Donc, globalement, on ne va pas vers cette voie-là. Il existe des alternatives qui essaient tant bien que mal de se développer, mais qui, si elles ne sont pas soutenues, vont rester malheureusement dans la marge et puis vont reporter sur des épaules de gens qui en font une mission de vie parce qu'on parlait des faibles salaires. Tout le monde que je connais qui fait ça comme métier le fait vraiment de façon missionnaire. Là, on travaille vraiment très fort, souvent on hypothèque notre santé physique, mentale pour essayer... Protéger celle des consommateurs finalement pour aussi. Protéger celle des autres, oui. Wow. Merci, Véronique. Ça fait plaisir. Dans le prochain épisode, Ce qui peut étudier, c'est monsieur, madame, tout le monde, la population générale. En réalité, là, les études montrent qu'on a tous, chaque personne chez qui on mesure les résidus de pesticides, on va être capable, là, dans 95 ou plus % des cas, on va être capable de trouver des résidus de pesticides dans leur urine.
Comment ça se fait? Bien, on pense qu'en réalité, il y en a dans tellement de denrées alimentaires. C'est la source principale d'exposition pour la population générale, à tout le moins. Et il y en a dans tellement de choses qu'on mange que même si, en plus, quand on les absorbe, parce qu'on sait que ces pesticides-là, quand on les ingère, ils sont excrétés très rapidement de notre corps en un jour ou deux. Mais le fait qu'on en retrouve dans chaque échantillon qu'on voit, ça veut dire qu'on se recontamine probablement à chaque repas, on absorbe une petite dose de pesticides. Vous venez d'écouter le balado des Rachel qui changent le monde. Ce balado original a été créé par Vigilance OGM et coproduit par Pivot Média. Ce projet n'aurait pas eu la même portée sans l'aide pro bono de Geneviève Rajotte-Soriol de Bleu Forêt, coop de communication. Merci à Jean-Philippe Villemur pour le mixage, à Pauline Steve, l'illustratrice engagée, Daniel Cardin, bénévole pour la conception musicale. Merci à Gabrielle Brassard-Lecourt, cofondatrice de Pivot, à la supervision du balado. Merci à Léa Villalba pour son expertise de journaliste chevronnée. Léa et Daniel ont réalisé les prises de son. Merci à Mélissa Mollen-Dupuis qui prête sa voix au livre Printemps silencieux dans la lecture d'extraits. Sans oublier l'équipe de Vigilance OGM, Laure Mabilot et Thibaut Rennes, qui ont soutenu avec cœur et enrichi ce beau projet. Merci pour l'idée, l'expertise sur le sujet et le réseau d'experts. À la coordination générale du balado, aux entrevues et au montage, Émilie Schwartz. Ce balado est disponible sur les sites de Vigilance OGM et de Pivot, où vous retrouverez aussi toutes les références de l'épisode. À écouter sur Spotify, Apple Podcasts, Balado Québec et toutes vos plateformes de balado. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Enfin, un grand merci à toutes ces femmes en sciences pour leur temps, leur partage et leur travail au quotidien. C'est Rachel qui change le monde.